Bonjour à tous et bienvenue sur la tribune de United, moi c'est Alex et ici on discute de l'actualité de Manchester United. Si cela vous intéresse, je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la petite image ici en bas à droite de votre écran. C'est fait? Parfait. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous donner mon ressenti par rapport à l'European Super League, ce que j'en pense et pourquoi je trouve que c'est une excellente chose qu'elle n'ait jamais vu le jour. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti. Alors tout d'abord, c'est quoi l'European Super League? C'était censé être une compétition fermée avec 20 équipes au total. Comment est-ce qu'elle aurait fonctionné? Eh bien, il y aurait eu ces 20 équipes qui seraient divisées en deux poules, de chacune 10 équipes, qui s'affrontent sous forme de championnat en match aller-retour. Ensuite, les 3 premiers de chaque poule sont qualifiés pour les quarts de finale. Les 2 places restantes sont données aux vainqueurs du match entre le 4e et le 5e de chaque poule. Comme ça, on a vraiment les 8 équipes pour faire les quarts de finale. Ensuite, c'est les quarts de finale, demi-finale et enfin finale. Donc ça, c'est comment la compétition était censée se structurer. Comment est-ce que les équipes peuvent participer à la compétition? Parce que c'est une question tout à fait légitime. Eh bien, la réponse est de nouveau très claire et très précise par rapport à ça. Il y a 15 équipes fondatrices qui sont systématiquement qualifiées pour la compétition et il y a 5 équipes invitées qui sont sélectionnées sur base des critères de soi-disant mérite. Alors, c'est un peu culotté de dire sur base de mérite quand les 15 autres équipes sont qualifiées quoi qu'il arrive et quel que soit leur résultat en championnat. Pour financer cette compétition, il y avait la banque JP Morgan qui était prête à mettre sur la table 350 millions d'euros pour chaque équipe fondatrice afin qu'ils puissent pallier aux problèmes qu'ils ont eu avec le Covid et investir dans leurs infrastructures pour se préparer à cette compétition. En plus de cela, JP Morgan était prêt à mettre à disposition une mallette de 5 milliards de dollars chaque saison pour les droits pour cette compétition. Donc c'est des sommes tout à fait énormes, c'est beaucoup plus que ce que rapporte par exemple la Ligue des Champions. Enfin, comment est-ce que cette compétition est structurée? Quel est l'organigramme? Ce que l'on sait de manière officielle, c'est que le président était censé être Florentino Pérez, le président actuel du Real Madrid, et les 2 vice-présidents étaient censés être Agnelli et Glazer. Agnelli, président de la Juve, et les Glazer, président de Manchester United. Donc ça, c'était pour vous situer ce que c'est que cette compétition et comment est-ce qu'elle fonctionne. Alors, comment est-ce que ces informations sont arrivées? C'est par le biais du New York Times qui, pendant la journée du 18 avril, a tout simplement annoncé la création d'une Super League en citant certaines équipes étant les fondatrices de cette nouvelle compétition en expliquant brièvement en quoi cela consistait. Évidemment, ça a créé un tollé dans le monde du football et une vive opposition de l'ensemble des supporters, du moins de la grande majorité des supporters de football, des instances telles que l'UEFA, des journalistes, des pundits, de tout ce que vous voulez. La grande majorité d'entre nous était contre cette idée. Ensuite, dans les alentours de minuit, les équipes ont annoncé de manière officielle sur leur site qu'elles faisaient partie des membres fondateurs de cette compétition. Et on avait donc Manchester United, Manchester City, Liverpool, Tottenham et Arsenal, Barcelone, le Real de Madrid et l'Atlético Madrid, la Juventus, l'Inter et l'AC Milan. Ces 12 équipes ont annoncé de manière officielle, voilà, nous sommes les fondateurs de cette compétition. Le lendemain, le journal Der Spiegel, un journal allemand, a révélé qu'il y a 3 autres équipes qui ont été invitées pour être des membres fondateurs de cette compétition. Les 3 équipes étaient le Bayern de Munich, le Borussia Dortmund et le PSG. Ces 3 équipes ont par la suite tout simplement refusé de faire partie de cette compétition et c'est ce premier refus de la part de ces 3 équipes, que je salue d'ailleurs, qui ont tout simplement commencé l'effet domino, qui ont tout simplement annihilé l'existence de cette compétition et je pense que c'est une très bonne chose. Outre le refus de ces 3 équipes, les supporters étaient totalement contre, en tout cas la majorité d'entre eux. Et j'en faisais partie, je vais être tout à fait honnête avec vous là-dessus. Et pour être tout à fait franc, si cette compétition avait vu le jour, je n'aurais tout simplement pas supporté l'équipe de Manchester United, j'aurais tout simplement laissé tomber parce que cette compétition va à l'encontre de l'ensemble des valeurs sportives et footballistiques. De mon point de vue, il n'y a aucun mérite de faire partie de cette compétition, c'était juste une question d'argent. Donc, les supporters ont fait énormément de bruit, les chaînes de télévision ont tout simplement suivi, et en plus de ça, on a eu l'appui du gouvernement britannique qui a dit que s'il était nécessaire, ils allaient également faire tout ce qui était en leur pouvoir via le biais législatif pour mettre fin
et empêcher la création de cette compétition. Et bien entendu, la FIFA et l'UEFA ont vivement critiqué cette idée et ont demandé aux équipes de tout de suite abandonner l'idée de joindre cette compétition en proposant des mesures telles que les joueurs devaient tout simplement n'auraient plus le droit de jouer pour leurs équipes nationales et n'auraient plus le droit de participer à aucune compétition officielle par l'UEFA. Alors, ils n'ont pas fait ça dans le but de l'esprit sportif. En tout cas, je pense pas que c'était la seule raison. Allez, on leur quand même un petit peu de crédit. Mais tout simplement, d'un point de vue financier, ça aurait été tout simplement une catastrophe pour eux, parce que le manque à gagner par rapport aux droits télé, de ne plus pouvoir diffuser les matchs de ces équipes, aurait été tout simplement le coup de grâce pour ces organisations. Pourquoi je suis contre ce type de compétition? D'une part, parce que c'est à l'encontre de l'esprit sportif, tout simplement. À partir du moment où on est qualifié et être certain d'y jouer chaque année, quel est l'intérêt? Ensuite, on aurait vu les mêmes matchs chaque année, encore et encore. Donc à partir d'un moment, on le veuille ou non, on s'ennuie. Et la troisième raison, c'est qu'on détruit le rêve de l'ensemble des équipes qui veulent progresser et un jour jouer une compétition européenne pour se développer. Des équipes qui viennent par exemple d'une deuxième division, qui montent en première division, qui font une saison extraordinaire, c'est leur mérite de jouer ces compétitions. À partir du moment où il y a une compétition fermée, on tue ce rêve. C'est totalement abominable pour moi. Et enfin, la dernière raison, et celle qui me dégoûte le plus, c'est que, ok, d'un point de vue financier, c'est très intéressant. Mais qui dit que cet argent aurait été investi dans l'équipe? Personnellement, je pense pas. Parce que un point sur lequel je veux vraiment être intransigeant, je ne critique pas les clubs. Je critique les propriétaires de chaque club. Ce sont eux les seuls et uniques responsables. Ils ont fait leur coup en douce, dans le dos de tout le monde, en ayant des meetings totalement privés. Et ils ont essayé, comme je vous l'ai dit dans le titre de la vidéo, d'assassiner le football pour tout simplement s'en mettre plein les poches. Parce que, soyons honnêtes, c'est ce qui les intéresse. Se mettre de l'argent dans les poches de manière facile et chaque année de manière constante, systématique, sans avoir aucun problème, sans devoir se casser la tête. Est-ce que l'année prochaine on en fait toujours partie ou pas? Non, parce qu'ils y sont assurés de participer. Donc pour moi c'est tout simplement, allez, c'est dégueulasse. C'est tout simplement dégueulasse. Ce qu'ils ont fait, c'est une honte pour le football. Heureusement, des grands noms du football se sont aussi imposés par rapport à cette idée pour aider les supporters à tout simplement essayer de démanteler cette horrible organisation et cette horrible idée. Et il y en a eu des grands noms tels que Pep Guardiola, Gary Neville, Carragher, Rashford. Donc à force de pression de la part des supporters, des médias, des entraîneurs qui étaient tout simplement contre, et des joueurs, car ils étaient tout simplement contre l'idée de jouer ce type de compétition, il y a deux équipes qui ont cédé, c'est Chelsea et Manchester City. Ça a été les deux premières équipes à commencer les démarches officielles pour se retirer de cette compétition. Et les démarches ont été suivies ensuite par Manchester United, Liverpool, Arsenal et Tottenham, qui ont également communiqué sur leur site officiel qu'ils arrêtaient leur collaboration pour l'instauration de cette compétition. Alors pourquoi est-ce que ça nous intéresse très fort en tant que supporters de Manchester United? Eh bien tout simplement parce que les Glazers, ce sont ceux qui tirent systématiquement le plus de dividendes du club et qui réinvestissent le moins possible. Il suffit que vous alliez à Old Trafford quand il pleut, vous verrez comme c'est sympathique d'avoir un toit avec de l'eau qui nous coule sur la tête. C'est génial. Bref, ensuite Ed Woodward. Alors devinez où il travaillait avant, Ed Woodward, en tant que banquier. Eh oui, JP Morgan. Donc, qu'on ne vienne pas me dire qu'il n'a pas fait partie des personnes qui a été le plus impliquées et qui a le plus justement travaillé sur le contrat avec la banque pour mettre à jour cette compétition. Une honte totale. Mais, et maintenant, on fait quoi? Qu'est-ce qui se passe? Les équipes se sont tous retirées, cette compétition n'a pas vu le jour, mais est-ce que vous pensez réellement que c'est fini? Tant que ces personnes sont en charge de ces clubs, l'idée, elle n'est pas morte. La plupart de ces propriétaires, ils sont américains et ils sont habitués avec leur système américain de franchise, c'est-à-dire des ligues fermées avec la possibilité de vendre eux-mêmes le droit à l'image par rapport à ce qui leur appartient. La NFL, c'est un championnat fermé. La MLS, c'est un championnat fermé.
Et le baseball, la NBA, le basket, tout ce que vous voulez, c'est fermé. C'est comme ça que ça fonctionne en Amérique. Je dis pas que c'est mauvais, je dis pas que c'est bon, je dis que c'est différent des valeurs que moi je défends en tant qu'Européen pour le football. Pour moi, le football, ça doit être basé sur la méritocratie. C'est sur base de l'ensemble des matchs qu'ils ont montrés sur une saison qu'ils méritent ou non de jouer une compétition européenne et pas sur base de parce que je m'appelle Manchester United, je participe à cette compétition. Encore une fois, je ne critique pas les clubs, ce sont les propriétaires et il ne faut pas oublier leur nom. C'est eux, là. C'est eux les responsables. Et tant que ces personnes seront à la tête de ces clubs européens, cette idée de Super League, elle existera toujours. Justement, dans la presse anglaise, les informations viennent de Sky Sports, donc c'est relativement officiel. Un haut placé responsable d'un des grands clubs qui faisait partie justement de ces fondateurs de cette compétition a déclaré que les propriétaires, malgré le fait qu'ils aient abandonné cette idée, restent persuadés que c'est une bonne idée et que c'est vers ça qu'on doit se rediriger. Mais c'est un scandale. Il faut absolument que cette personne n'ait plus la possibilité de contrôler comme ils le veuillent les clubs. Et là, j'en reviens au modèle allemand du Bayern et du Borussia Dortmund. Comment ça se passe en Allemagne? Eh bien, les propriétaires des clubs, les actionnaires majoritaires, disons, ne peuvent pas posséder plus de 50% des parts. Ils en ont droit à 49. Les 51 restants appartiennent aux supporters. C'est comme ça que je pense qu'il faut se diriger. Et il faut qu'on ait des institutions neutres et autonomes qui contrôlent le football. C'est pas le cas et il nous en faut. Pour finir, je pense que c'est tout simplement une victoire du football, c'est une victoire des supporters et c'est une victoire des valeurs que l'on défend. Si un jour une nouvelle compétition européenne devait naître, je ne suis pas du tout contre. Je pense que même au niveau de l'UEFA, il y a des choses qu'on doit améliorer au niveau de la FIFA, pareil, mais pas comme ça, basé sur du mérite, basé sur certaines valeurs. C'est vrai, j'ai l'impression aussi qu'il y a beaucoup de matchs et la nouvelle forme de Ligue des Champions qui a été proposée par l'UEFA, c'est peut-être pas la meilleure, mais au moins ils défendent certaines valeurs. Mais je suis curieux de savoir ce que vous en pensez. Dites-moi si vous préférez avoir une compétition fermée avec les meilleures équipes du monde, tout simplement, ou si vous êtes pour la méritocratie dans le football. En tout cas, ici, moi, je suis pour le mérite dans le football. Allez, à bientôt sur la Tribune de United.